Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Avec Lucas, on est des passionnés de jeux de société. Donc si vous voulez en savoir plus, vous pouvez cliquer sur notre bonus les 5 jeux coquins et ainsi vous pourrez vous rapprocher de votre partenaire ou le rencontrer. Voilà, je n'en dis pas plus, vous pouvez cliquer sur le lien et sinon c'est parti pour découvrir une super interview. Donc bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Coin des Joueurs. Je vous présente Hélène Bonjour. et puis je vais te laisser te présenter. Oui, bon, Hélène Vigneault, je travaille pour le groupe Randolph et Scorpion Masqué, deux éditeurs de jeux de société. On est regroupés là, dans les mêmes bureaux, mais c'est vraiment deux éditeurs avec leurs identités propres. En fait, moi, je travaille à la coordination de la production pour les deux éditeurs. Et donc là, tu nous appelles tout droit du Québec. Oui, oui, je suis au Québec et j'ai, entre autres choses que je fais à part de mon travail dans les jeux de société, j'ai aussi une érablière. Donc, on fait aussi du sirop d'érable qui est très emblématique du Québec. Et là, tu nous appelles. Alors là, il est 16h40 en France. Oui, donc nous, il est 10h43 le matin. Voilà. Donc, bon petit déjeuner. Enfin bon, tu l'as déjà sûrement mangé. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ton parcours, si tu as fait des études ou non, et comment tu en es arrivé là où tu en es? Oui, oui. En fait, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux jeux de société. J'étais quand même assez jeune. Pour donner un exemple, j'avais environ 12 ans, puis on a fondé comme un club de jeux de société pour l'été avec les amis là, puis les gens autour de chez nous. Puis on avait réservé des locaux pour aller jouer à des jeux durant l'été parce que nous, on était pas, on était toutes des geeks, ça ne nous intéressait pas, là, le soccer, puis le foot, comme vous dites en France, et les activités extérieures. Donc, on était dans les jeux de société déjà quand on était très jeune. Et quand j'ai été faire mes études en graphisme, en fait, je ne m'attendais pas vraiment à travailler dans les jeux à l'époque. J'ai laissé ça pour aller travailler avec ma mère. Ma mère avait une librairie papeterie. Donc, on vendait des. Puis, on est dans une petite ville ici à Plessisville, au Québec. On avait donc beaucoup de différentes choses qu'on vendait à la boutique. Donc, on avait pas juste des livres puis de la papeterie, on avait aussi un coin avec des jeux, des jouets. On avait aussi beaucoup de choses pour faire du bricolage, là, puis un centre de copie. Pendant que je travaillais là-bas, j'ai commencé un peu plus à m'intéresser. Je suis retombée dans la marmite, là. J'ai commencé à me réintéresser plus aux jeux de société et c'était un peu un rêve que je caressais de travailler dans un éditeur de jeux de société. Mais c'était comme un petite affaire juste pour moi, là. Tu sais, j'en parlais pas vraiment. J'ai perfectionné, dans le fond, différentes choses. Je me suis mis à m'occuper de beaucoup des événements qu'on avait à la ville, puis tout ça, dans notre petite ville, tout ça. Et à un moment donné, j'étais très amie avec les gens chez Philosophia. Si vous vous rappelez, là, il fut une époque, Philosophia était un éditeur de jeux de société au Canada. J'avais plusieurs amis là-bas, tout ça, puis à un moment donné, il y a un poste qui s'est ouvert aux événements. Alors, j'ai appliqué, j'ai eu le poste et j'ai travaillé là pendant un bon moment. J'ai quitté Philosophia, puis j'ai commencé à travailler avec Scorpion Masqué, Christian Lemay, un super employeur. Il était vraiment bien. Euh, on- on- j'ai commencé là-bas pour m'occuper du 10e anniversaire du Scorpion Masqué. C'était un événement aussi. Euh, Puis Christian avait vu quand même qu'est-ce que je faisais ailleurs et tout. Puis il a commencé, fait que j'étais comme à temps partiel, là, comme on dit ici. Je ne sais pas comment vous appelez ça en France, là, Ici, mais à mi-temps, à temps partiel. ouais. Plus ça allait, plus Christian avait du travail pour moi. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu à temps plein. Et puis, il y a eu une belle conjoncture. C'est qu'il y a eu les 10 ans, puis pendant la même époque, on travaillait sur des cryptos. C'était vraiment là, on était en train de travailler dessus. Là, le jeu n'était pas sorti. Puis là, Christian, il a dit, ouais, il va y avoir beaucoup de production à gérer parce qu'il y a plusieurs pays qui veulent faire le jeu en même temps que le premier print, la première édition. Donc, j'ai monté un document qui nous permettait de faire le suivi là, de ça. Puis, c'était mon petit bébé, ce document-là. Là, il était vraiment, je le perfectionnais tout le temps et tout ça. Alors, j'ai commencé de plus en plus à prendre en charge
tout ce qui concernait la production. C'était des tâches plutôt cléricales que Christian était bien content de me laisser parce que comme ça, lui pouvait se concentrer plus sur le développement des jeux, faire qu'est-ce qu'il aimait. Lui, il aimait ça, créer puis développer les jeux, faire le suivi de la logistique aussi. Puis je donnais aussi un coup de main sur le marketing. Fait que je m'occupais un peu des réseaux sociaux, tout ça. À un moment donné, avec Décrypto qui est sorti, toute l'ampleur que ça a pris, après ça, Zombie Kids, ça s'en venait de plus en plus difficile de faire et un bon suivi de la production et faire les événements plus le marketing. J'étais un petit peu écartelée. Donc, quand il y a eu la fusion, là, dans le fond, du groupe Randolph avec Scorpion Masqué, moi, je leur ai signifié qu'il faudrait faire un choix. Soit que j'irais au marketing, soit que je resterais à la production, mais je ne pouvais pas faire les deux. Là, ça s'en venait vraiment une trop grosse tâche. Là. Puis, en plus, avec possiblement, au niveau de la production, faire le suivi aussi pour les jeux Randolph. J'ai choisi cette avenue-là parce que à ce moment-là, moi, ça me permettait, j'ai choisi une vie où on a des chiens à la maison. Et puis, les chiens, ça demande du temps, puis il faut être présent, tout ça. Donc, les événements, puis le marketing, souvent, il faut être sur les événements, tout ça, ça demande de voyager beaucoup, puis d'être plus présent au bureau. Parce que quand même, les bureaux sont à Montréal de Randolph et Scorpion Masqué, tandis que moi, je suis appelée civile. Donc, je travaille 100% télétravail. Je vais juste une journée par mois au bureau parce que c'est quand même 2 heures et demie de route. Donc, c'est ça mon parcours. Maintenant, je m'occupe à temps plein de tout ce qui est production des jeux. Même la logistique, là, c'est un peu, là, ça s'est divisé là, maintenant en deux personnes, là, mais je m'occupe vraiment plutôt là, de euh, le suivi avec les usines qui fabriquent les jeux, euh, tout aller chercher toutes les informations techniques sur les jeux, donc que ce soit le poids de la boîte, les formats, les cartons aussi dans lesquels on met les jeux. Les, les- la plupart des joueurs ne voient pas ça, mais les jeux arrivent dans des cartons dans les magasins. Puis pour l'entreposage, il y a plein de choses à inscrire là, sur ces cartons-là qui sont vraiment importantes, qui soient vraies, parce que sinon, ça peut faire des grosses erreurs là, dans les chaînes d'approvisionnement. Fait qu'il y a quand même des choses assez critiques, assez sérieuses à faire en Ouais. amont de tout ça, avant que le joueur puisse prendre la boîte de jeu dans ses mains dans le magasin. Il y a quand même des choses à faire. Là. Ouais. Bah, on n'imagine pas tout ça. Ton métier, il est quand même essentiel parce que, oui, on n'imagine pas. Heureusement que tu es là pour gérer tout ça parce que sinon, la boîte, bah, au final, on ne l'aurait pas chez nous, quoi. Exact. C'est sûr que je disais tout le temps, tu auras beau faire le meilleur marketing du monde, si les jeux n'arrivent pas sur les tablettes, ton marketing ne sert à rien. Tu sais. Fait que c'est un peu un travail dans l'ombre, c'est pas ce que les gens voient, c'est pas ce que les gens pensent pas à ça. Tu sais. On voit le marketing, on s'imagine facilement qu'il y a quelqu'un derrière ce marketing-là, mais la boîte qui est arrivée dans le magasin, ça, c'est pas présent à l'esprit des gens. Donc, c'est sûr que c'est un métier un peu en marge auquel on ne pense pas vraiment par rapport à l'industrie du jeu de société. Je sais que mes collègues de travail apprécient beaucoup tout le travail que je fais. Fait que, oui, c'est quand même important. Est-ce que tu peux nous décrire donc plus en détail comment se passe la semaine, comment tu t'organises, qu'est-ce que tu fais concrètement? Mon travail consiste surtout, à majorité, à communiquer avec les usines et avec les distributeurs dans les autres pays. Le matin, quand je commence, j'ouvre mes courriels parce que comme la plupart des autres distributeurs sont en Europe, sauf quelques-uns, évidemment, le matin, pour moi, c'est réservé à répondre pour essayer d'avoir des réponses dans la même journée, vu qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Puis après, je vais faire toutes les communications avec la Chine, qui est l'endroit principal où est-ce qu'on fait fabriquer les jeux. On en a un petit peu en Pologne, mais la majorité c'est fait en Chine. Donc, les gens avec qui je parle, il y a toujours, avec la Chine, les usines, il y a toujours un décalage de 12 heures. Donc, quand moi, je suis présente au travail, eux, ils dorment et vice-versa. Donc, tout se fait par courriel. Il n'y a pas, c'est arrivé peut-être une ou deux fois que j'ai eu une conversation vidéo avec eux, puis là, on est là, OK, on va se timer. Est-ce que tu peux être là à 9 heures le soir, tu sais, pour qu'eux, ils soient à 9 heures le matin chez eux? Donc, tout se fait par courriel. Ça demande beaucoup quand même des fois, les plus petits éditeurs, ils ne pensent pas à ça, là, mais toutes mes communications pour être capable de me retrouver, là, je dois mettre le numéro de l'autre dans le sujet du courriel. C'est mon mot-clé qui permet de retrouver
vraiment où est-ce que j'en suis dans chaque production, parce que j'ai quand même souvent plusieurs productions qui se déroulent en même temps de différents jeux, mais aussi des fois sur le même jeu. Par exemple, là, le succès du moment, c'est Turing Machine. Depuis sa sortie, ça fait 1 an, on est rendu à la 7e production. Puis les délais de production en tout et partout, quand on approuve, ils prouvent qu'on appelle les preuves électroniques, jusqu'à temps que ça arrive au distributeur, donc même pas dans le magasin, là, il se passe 7 mois. Je ne pourrais pas attendre de recevoir les jeux d'une production de Turing Machine avant de recommencer une autre production parce qu'on en manquerait tout le temps. Donc, on a plusieurs productions du même jeu à différents avancements. Fait que j'ai pas le choix de tout numéroter puis de tout suivre parce que sinon, ce serait complètement chaotique. Puis c'est ça, j'ai mon fameux document que j'avais créé à l'époque avec Scorpion masqué, là, avec Christian. Euh, je l'ai je l'ai bonifié avec le temps et tout ça. Puis c'est une chance avec le recul, une chance qu'on avait ça quand on a sorti des cryptos, sinon on n'aurait vraiment pas été capable de suivre toutes les productions, tout ça. Puis c'est toujours à ce jour l'outil le mieux développé, en fait, là, que je connais pour faire ça. C'est vraiment ça qui me permet à tous les jours, tu sais, je regarde ce document-là quand j'ai fini de faire le tour de tous mes courriels. Je regarde ce document-là, puis pour chaque production, dans le fond, j'ai une date, la prochaine action que je vais avoir à faire sur ce document-là. Quand c'est la bonne date, c'est la date du jour, ça devient vert. Puis si j'ai passé tout droit, ça devient rouge. Fait que mes collègues de travail, ils savent quand je suis débordée, il y a du rouge dans le document. Ils disent OK, Hélène est débordée, on ne l'achalera pas, on ne la dérangera pas. Donc, à tous les jours, je vais dans ce document-là, puis je vais voir toutes mes cases qui sont en verte. J'ai une action à faire sur cette production-là. Ça peut être, bon, de vérifier est-ce qu'on a reçu justement des épreuves électroniques, de les approuver ou de vérifier avec un autre collègue. Parfois, il y a de la relecture à faire sur les épreuves électroniques. Des fois, c'est moi qui fais juste le suivi au niveau de, une fois que le jeu, comme par exemple Turing, maintenant qu'on est rendu à la 7e production, il n'y a plus de gens qui font la relecture de tout le document parce que c'est toujours le même, les règles restent toujours pareilles, tout ça. Sur la boîte, on change le numéro de lot. Donc, ça, je dois vérifier que le numéro de lot a bien été changé. Puis, je vérifie toujours s'il y a toutes les indications là, logistiques puis qui sont vraiment nécessaires à ce que le jeu soit légalement sur les tablettes. C'est pas le cas avec Turing Machine parce que le jeu est 14 ans et plus, mais tous les jeux qui sont un âge minimum en bas de 14 ans, on doit avoir des tests qui sont faits sur les jeux. On doit, pour prouver leur innocuité, là, pour être sûr qu'ils ne sont pas dangereux. On n'a jamais échoué vraiment de tests, là, soyez rassurés. On passe toujours tous les tests. C'est vraiment juste une sécurité parce qu'il y a des usines en Chine qui pourraient faire des produits qui seraient dangereux, en fait, par exemple, de l'encre avec du plomb dedans ou des choses comme ça. Le- Nous, les usines avec qui on fait affaire ne font pas ça. Pour éviter ça, en fait, il y a des réglementations là, pour ça. Puis c'est le fameux petit CE là, qu'on voit sur les boîtes de jeux qui sont destinées à un public plus de moins de 14 ans. Donc, je vérifie tous ces éléments-là pour être sûr que le jeu a toutes les choses essentielles là, dessus. Ça peut être aussi justement de faire des tests. Donc, c'est moi qui s'occupe de cette partie-là aussi. Quand c'est la première fois qu'on produit un jeu, on demande à l'usine d'envoyer des échantillons dans un laboratoire pour qu'ils puissent faire des tests. Là. Puis là, ils déchirent les cartes, puis ils regardent là, si ça se déchire bien, puis s'il y a des petits éléments dans le jeu, ben là, ils vérifient est-ce que ça c'est correct pour les enfants de moins de 3 ans, par exemple, si c'est un jeu pour enfants, des choses comme ça. Fait que tous ces petits éléments-là, là, quand ils nous envoient le rapport de laboratoire, là, moi, je dois produire une déclaration. Fait que j'ai des documents à remplir pour dire que ce jeu-là, il est correct. Quand on importe le jeu, ben, c'est un document qu'on envoie aux douanes pour dire que le jeu a été testé puis qu'il est conforme. C'est vraiment de la paperasse, comme on dit. C'est super important parce que sinon, comme on disait, les jeux n'arriveront pas sur les tablettes. Donc, j'ai différentes actions à faire comme ça qui sont listées dans mon document. Donc, je fais le tour de tout ça. Quand tout ça est fait, ben là, des fois, je vais vérifier que je n'ai pas rien oublié. Puis après ça, ben, je fais aussi, comme on a la production des jeux Randolph, la production des jeux Scorpion masqué, je fais vraiment une cédule de production pour l'année qui va se réajuster à toutes les
4 mois, en fait, je vais vérifier on n'a pas des productions à ajouter entre celles que j'avais déjà prévues ou les devancer ou les repousser pour envoyer aussi à nos partenaires parce que je travaille de très près avec Chantal Kenville qui est la responsable de l'export parce que souvent les partenaires vont produire des moins grosses quantités que nous de jeux. Pour s'assurer que ce soit rentable, il faut jumeler les productions. Comme ça, tous les éléments communs qui sont dans les jeux ben, sont produits en même temps. Puis ça nous permet de faire une vente qui est rentable, en fait, avec ces pays-là. Si on partait une production juste pour, oh, moi, 1000 Turing Machine allemands, ben, ça serait pas, on serait probablement déficitaire parce que le coût de production serait tellement élevé, on ne ferait pas d'argent avec la vente. Donc, c'est important de jumeler ces productions-là, de ces produits-là. Fait que pour jumeler, tu sais, des fois, on a 5, 6, 7 pays différents qui vont nous envoyer des fichiers. Bien, pour s'assurer que tout ça soit bien coordonné, il faut donner les dates en avance aux différents distributeurs parce que eux, de leur côté, la première fois qu'ils produisent le jeu, ils doivent complètement traduire tous les fichiers. C'est quand même beaucoup de travail. Puis après ça, normalement, on fait une relecture des fichiers aussi. Il y a beaucoup de travail. Ils doivent avoir les informations en avance pour pouvoir déterminer, OK, mettons, Turing Machine, OK, on va le lancer au printemps 2024. Bon, ben, ça veut dire qu'à l'automne 2024, 2023, il faut qu'il soit en production. Fait qu'il faut qu'il ait traduit les fichiers pour la fin de l'été. Donc, c'est vraiment, c'est des délais qui sont complètement différents là, de ce que les gens vivent, par exemple, dans les boutiques ou dans les événements ou des choses comme ça, où on est très dans le day-to-day, dans le quotidien de, bon, j'ai un événement la semaine prochaine ou des choses comme ça. Dans la production, il faut planifier 7 mois d'avance, et même plus, là, 1 an d'avance pour qu'en 7 mois, on puisse faire la production. Fait que ça demande beaucoup de planification puis de rigueur. C'est un métier qui demande vraiment beaucoup de rigueur pour pas manquer rien ou fait que ça demande, c'est ça, ça demande beaucoup de rigueur. Faut être à notre affaire, puis il faut surveiller les choses, puis il ne faut pas en échapper. Puis autant il y a des choses qui sont dans des délais qui sont tellement longs, tellement lointains, tu dis, ah, je le fais aujourd'hui ou je le fais demain, ça n'a pas d'importance. Quand on arrive à la logistique, c'est complètement différent. Il faut planifier d'avance, mais pas trop d'avance parce que les tarifs des transitaires, ça change à chaque mois. Quand la marchandise arrive aux douanes, il faut que tu aies tous tes éléments là, que je parlais, là, les rapports de laboratoire, les déclarations, tout ça. Si tu n'as pas ça, tu sais, ça se peut que tu aies à répondre rapidement parce que les douanes, ils chargent des frais super élevés pour conserver ton conteneur en attendant que tu fournisses toute ta paperasse. Donc, des fois, il faut répondre là, vraiment rapidement. Il faut aller chercher les documents rapidement pour éviter ces frais-là. Donc, ça demande quand même des fois d'être très précis, très rapide, mais des fois, c'est des choses qui sont vraiment, la plupart du temps, c'est des choses qui sont sur le long terme au niveau de la production. Ouais, est-ce que tu peux donner un exemple sur Turing Machine? Parce que du coup, il a été nominé à Asdor au Festival de Cannes. Comment ça s'est passé avant et comment ça s'est passé après? Parce qu'une fois que vous avez su que ça a été nominé, je veux dire, là, ça a été encore plus de travail à la suite de ça ou comment ça se passe? Oui, quand on sait qu'on a une nomination sur un produit, bien, comme je disais, comme ça prend 7 mois à avoir les produits, évidemment, on ne pourra jamais, jamais produire les jeux puis les avoir avant de savoir si on a gagné ou pas. Mais tout de même, le fait qu'il y ait une nomination, ça attire l'attention sur le jeu. Donc, on se doit tout de même de prévoir. Puis là, on fait 2 scénarios. OK, si on gagne, on va en imprimer tant de copies. Si on ne gagne pas, on va en imprimer tant de copies, mais c'est sûr qu'on va en réimprimer. Puis souvent, on attend comme tous les fichiers sont prêts, sont déjà préapprouvés, puis tout ça. Puis là, j'ai les deux demandes de devis prêtes dans mes courriels en brouillon. Puis là, dès qu'on sait, là, j'envoie le bon, là, la bonne quantité à l'usine. Puis là, ils vont partir la production là, dans les plus brefs délais. Là. Puis souvent, on va demander une espèce de petite dérogation, peut-être d'assembler dans la langue qui est nominée les jeux en premier pour que ce soit ramassé plus rapidement. Des fois aussi, nous, on a quand même la chance d'avoir deux territoires sur lesquels on vend des jeux français, par exemple, puis anglais aussi. Donc, des fois, on peut, par exemple, si on avait du stock au Canada, on pourrait en prendre puis en envoyer en France, par exemple. C'est des choses qu'on peut faire. Des fois,
C'est un peu coûteux parce qu'on paye une deuxième fois du transport parce qu'on les a déjà fait venir de la Chine, là. Fait qu'il y a ça qu'on peut faire des fois pour se dépanner un peu. Ça nous aide un petit peu là, pour nous qu'on a cette situation-là qui est un peu exceptionnelle, là. Aussi, ce qu'on peut faire des fois qu'on a déjà fait quand on est proche d'une rupture d'un jeu, même si c'est un jeu que d'habitude on fait en Chine, tout dépendant du jeu, des fois on peut le faire en Pologne. Puis là, on évite un certain délai au niveau du transport. Une autre chose qu'on fait aussi des fois, quand justement pour les jeux qui sont nominés ou des choses comme ça, au lieu de les faire venir par bateau, on va les faire venir par train ou on va séparer la production, on va en envoyer une partie par train, une partie par bateau, parce que souvent les trains vont arriver 1 à 2 semaines plus vite que les bateaux. Mais c'est pas toujours le cas. Des fois, c'est ralenti, des fois, c'est déjà arrivé que le bateau est arrivé avant le train, qu'on avait séparé les deux. C'est rare, là, normalement, c'est le contraire, là. C'est pour ça qu'on fait ça. Mais aussi le fait de séparer, justement, s'il y a un pépin avec une des deux parties, ben ça fait en sorte qu'on reçoit au moins la moitié des jeux à un temps correct, puis on a un réassort qui est quand même rapide par la suite là, avec les autres. Tu sais, ça arrive que, par exemple, dans les ports en Chine, ils avaient prévu d'embarquer tant de conteneurs, mais là, finalement, ils ne peuvent pas parce que le niveau d'eau n'est pas assez haut, des choses comme ça. Là, ils laissent tu sais, c'est au hasard, là, tu ne sais pas c'est quel conteneur qui va rester sur le quai. Là, des fois, c'est le tien. Tu sais, quand c'est le lancement d'un jeu, là, j'aime bien séparer justement puis envoyer dans deux transports quand on est capable parce que j'ai toujours la crainte que le conteneur de ce jeu-là tombe dans l'eau. Ça peut arriver, ils perdent une centaine de conteneurs par année là, dans les transports maritimes qui tombent au fond de l'océan. Des fois, je me dis, ah, tu sais, ils sont séparés dans deux conteneurs, ce serait vraiment, vraiment pas chanceux que les deux tombent dans l'eau, mais au moins s'il y en a un qui tombe dans l'eau, on va avoir les jeux pour la sortie. Fait que c'est des choses comme ça qu'il faut penser puis essayer de mettre en œuvre pour éviter les longues ruptures quand il y a une nomination sur un jeu, là. C'est sûr que ça apporte beaucoup d'attention sur le jeu. Les gens veulent l'avoir, veulent l'essayer. Des fois, on fait venir des jeux même par avion pour des lancements. Par exemple, à Cannes, là, ça arrive souvent qu'on va faire venir une petite palette de jeux par avion. Ces jeux-là, bien évidemment, le coût de transport est complètement explosé, mais on rentre ça un peu dans nos coûts de marketing parce que je pense que c'est une bonne chose que les gens puissent voir à l'avance les jeux qui vont sortir. Tu sais, les festivals, c'est vraiment l'occasion justement d'aller chercher une exclusivité ou quelque chose qui est tout nouveau, qui n'est pas encore sorti. Puis ça, c'est ça, ça aide à faire parler des jeux pour les faire connaître. Est-ce que tu pourrais donner un chiffre de savoir combien de jeux tu prévois à l'avance ou une fois que tu sais que le jeu il a été nominé, combien de boîtes de jeux tu commandes ou et si tu peux donner des chiffres qu'on se rende compte. Oui, là, la première production de Sky Team, là, qui est le jeu qu'on va sortir cette année, là, qui est très, très attendu, on en a produit plus de 30 000 pour la première production. C'est vraiment très beaucoup. On n'a jamais fait une aussi grosse première production parce que tu as toujours le danger que finalement la réception du public ne soit pas ce que tu t'attendais. Il peut arriver tellement n'importe quoi. Quand il y a eu la pandémie, on venait de lancer Mia London. Évidemment, ben, Mia London, elle a un peu passé inaperçue parce qu'elle a sorti en même temps que le confinement. Fait que les gens ne pouvaient plus sortir, aller dans les événements, puis tout ça pour connaître le jeu. Même chose aux États-Unis pour Stay Cool. Stay Cool qui a été vraiment un des super jeux de Cannes, notamment qui a eu un super lancement à Cannes ça fait 4 ans maintenant, je pense. On le sortait aux États-Unis juste comme la pandémie commençait. C'est un jeu qu'il faut être proche, qu'il faut, tu sais, il faut se passer les dés, puis tout ça. C'est pas quelque chose qu'on peut jouer en ligne. Tu sais, ça l'a un peu affecté comment ce jeu-là a eu de portée sur les marchés américains en particulier. C'est ça. On fait des énormes. Pour Turing Machine, là, on avait vraiment, on se dit, ah, c'est quand même assez précis, c'est quand même assez niché comme jeu. On a été vraiment étonnés de l'engouement que ça l'a créé, puis on va sans doute repartir une production là, avant la fin de cette année. Fait qu'on va être rendu à la 8e production de Turing Machine. C'est beaucoup de, c'est vraiment beaucoup de jeux tu sais, ça avait fait ça aussi avec des cryptos dans le temps, là, je me rappelle qu'on avait, tu sais, on avait toujours de la demande, puis il était comme déjà prévendu, tu sais, des distributeurs au magasin
avant que les jeux arrivent. Donc, on devait toujours partir des productions rapidement, rapidement. Donc, pour Sky Team, on a dit, ah, là, on va se donner de l'air, là, on va en produire 30 000. Fait que si, mettons, peut-être 20 000 en français puis 10 000 en anglais, là. Grosso modo, là, je dis vraiment des chiffres très arrondis, là, mais ça donne un ordre de grandeur. Et déjà, le jeu n'est pas encore sorti. Et là, on vient de repartir une deuxième production parce qu'on sait qu'on va en manquer. C'est fou, hein? Ouais, mais c'est beau. Oui, c'est un C'est beau des problème. problèmes On en est fait. content. On est content, Euh, puis c'est ça. Ça justifie tout Ton mon travail. travail. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées et comment tu as fait pour surmonter ces problèmes? Ah oui, on a déjà eu, c'est vrai qu'on a parfois des embûches sur le chemin de la production. Par exemple, un élément qui n'est pas disponible ou qui est retardé. Parfois, l'usine, ils ont trop de jeux d'assemblée, ils les sortent dehors parce qu'ils vont les embarquer dans un conteneur sous peu. Mais finalement, entre-temps, il y a la pluie. Les, les boîtes de jeux sont toutes trempées. Puis là, ben, c'est sûr qu'il n'y a pas il y a pas tant grand-chose à faire, honnêtement, là, tu sais, souvent, l'usine va repartir une production pour combler, là, pour remplacer les jeux qui ont été abîmés. Là, des fois, ben, si on avait prévu mettre ça dans un grand conteneur de 40 pieds, ben là, des fois, ça fait qu'il reste de la place. Puis là, on ne veut pas attendre après les autres jeux, donc parce qu'on a d'autres choses qu'on veut avoir tout de suite. C'est de prendre des décisions, justement. Est-ce qu'on divise la production en deux shipments? Est-ce qu'on est mieux d'attendre, d'avoir d'autres partenaires qui joignent une production pour la partir, des choses comme ça? En fait, les embûches qu'on rencontre la plupart du temps, on a peu de choses qu'on peut faire pour les surmonter dans le sens que c'est pas, il y a une tempête, le bateau est retardé, des choses comme ça. Euh, on essaie, je dois dire vraiment, là, mon document là, que j'ai fait, ça sauve beaucoup de problèmes qui pourraient survenir parce que tout est suivi à chaque jour de près. Par exemple, si je sais que, par exemple, pour Flashback Lucie, qui est le prochain flashback qui va sortir, on n'en a pas encore tant parlé, là, mais ça s'en vient. Donc, pour le prochain flashback, comme je voyais que la production prenait du retard, tout ça, j'ai demandé à l'usine de faire fabriquer les parties qu'eux autres, ils ne fabriquent pas, ils font seulement le commander d'un autre fabricant, puis ils font l'assemblage. On peut demander, par exemple, à l'usine de commander ces choses-là, même si nous, on n'a pas fini les fichiers de toutes les cartes et tout ça. Ça va nous éviter des délais par la suite parce que l'usine, elle va déjà avoir en main les éléments qui sont externes. Je sais ça va être quoi ma quantité de jeux que je vais commander. Je peux me permettre de contourner les problèmes de retard avec ça. Je prône toujours qu'on est mieux de sortir le jeu plus tard, mais plus terminé, plus vérifié, pour éviter qu'il y ait des erreurs dedans, des choses comme ça. Bon, des fois, le marketing ne sont pas contents parce qu'eux, ils ont prévu un lancement, par exemple, à Cannes ou à Gen Con ou à SN. Puis moi, je suis, ben, non, non, on va le sortir plus tard, le jeu, parce que là, il est pas fini, il n'est pas prêt. Puis on doit faire des petits compromis des fois. Des fois, on dit, ah, ben, on ne pourra pas le sortir, on les aura pas reçus, la production complète là, mais je vais m'arranger pour que vous ayez des échantillons au moins pour le salon, pour le montrer. Fait que, il y a des petites choses comme ça là, qui arrivent. Puis ça, penser à d'autres embûches, c'est vraiment plus des choses techniques tu sais, qui vont arriver sur lesquelles on n'a pas de temps d'emprise. Dans Flashback Zombie Kids, quand on a reçu les échantillons de marketing, donc à l'échantillon de validation, on n'avait rien remarqué, on avait autorisé l'assemblage. Puis quand on a reçu les échantillons de marketing, à un moment donné, Chantal Kenville, qui est à l'export, elle voulait montrer le jeu à des distributeurs étrangers. Elle commence à faire le deuxième scénario, puis whoop, elle se dit, ah, c'est bizarre, j'ai jamais eu la question 13. Tu sais, j'ai jamais eu l'icône de la question 13. Puis là, on vérifie, puis on se rend compte qu'effectivement, petite icône de la question 13 était sur un layer, tu sais, sur une couche sur le fichier, puis s'était retrouvé caché en dessous de quelque chose d'autre. Donc, il manquait l'icône de la question 13 dans le deuxième scénario. Ça ne brisait pas le jeu, hein, parce que, bon, elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais eu l'icône de la question 13. Elle a retourné la question 13, puis elle a répondu quand même à la question 13. Ça ne brise pas le jeu, mais on se dit, ah, tu sais, il y a un pépin, qu'est-ce qu'on fait?
Là, on pense à toutes sortes d'affaires. Est-ce qu'on remplace toutes les cartes? Est-ce qu'on envoie des cartes aux boutiques qui vont donner, puis ils vont dire, OK, vous mettrez cette carte-là à la place de l'autre. Puis finalement, on a été avec une solution où on a posé un sticker sur la boîte, qui était un sticker piggyback qu'on appelle. Donc, il y avait un autre sticker dessus pour poser à l'intérieur là, sur la carte numéro 13 avec un code QR qui permettait aux gens de savoir où mettre cet autocollant-là. Puis qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi que la question 13 était manquante? Les zombies avaient frappé encore une fois. On a trouvé des solutions, on a mis ça en place. J'ai fait envoyer les stickers dans les différents distributeurs qui recevaient la première version du jeu. Puis j'ai pris tout le monde au bureau, j'ai dit tout le monde qui peut, là, on vient installer des stickers. On part 2 heures de temps, puis on installe des stickers. Tout le monde du bureau, les graphistes, les comptables, tout le monde était réquisitionné pour poser des stickers pendant 2 heures. Puis on a réussi à poser les stickers sur toutes les boîtes de flashback. Donc oui, c'est des choses qui arrivent. Puis au niveau logistique, ça nous demande, puis au niveau production, ça nous demande de rapidement trouver une solution puis la mettre en place. Du coup, tu es un peu comptable en même temps parce que tu fais des devis où tu t'occupes au niveau des chiffres ou au niveau de la quantité ou tu vois rien de tout ça. Comment ça se passe? Non, moi, je ne suis pas comptable du tout, du tout, du tout. Mais oui, il y a quand même, je fais l'analyse des devis, en fait. Quand on reçoit le devis, je vérifie que ça correspond aux autres devis qu'on a déjà eus dans le passé. S'il y a des écarts de prix, je vais vérifier avec l'usine pourquoi il y a un écart, pourquoi ils ont augmenté telle partie du produit. Parce que, en fait, un jeu, c'est plusieurs composantes, là. Il y a la boîte, il y a la règle, il y a les cartes, des fois, il y a d'autres éléments, des dés ou des crayons. Bon. Donc, tous ces éléments-là ont un coût, ils sont analysés individuellement pour s'assurer qu'on rentre dans notre argent au bout du compte, là. Puis, des fois, il y a des jeux qu'on va dire, ben, il faut en produire au moins, tu sais, au moins 3000 à la fois. On ne peut pas partir des productions juste pour 1000 jeux parce que ça serait pas rentable. Donc, oui, il y a une certaine partie d'analyse de chiffres, mais je suis vraiment pas comptable. Débit crédit, moi, c'est. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une commande de 30 000 boîtes de jeux de société et que justement, bah, que tu en vendes que 10 000 par exemple? Oui, ça arrive qu'on ne vend pas toute la production qu'on a. Mais là, ça, c'est plus le département des ventes qui doit vendre les jeux. Ok. C'est pas tant. Ce côté-là me concerne un peu moins, mais on est quand même sensible à ça, puis on fait attention à ça aussi, justement, au niveau de la production, de trouver le meilleur ratio. Parce qu'à un moment donné, à chaque fois qu'on part une deuxième, troisième, quatrième édition, plusieurs prints, dans le fond, différents du même jeu. On essaie de trouver le bon ratio, c'est-à-dire à chaque fois, c'est quand même une série de courriels qui est à envoyer, de e-proof à vérifier, de numéros de lot à changer. Il y a comme beaucoup d'énergie qui est mise quand même, puis c'est la même énergie qu'on en produise 1000 ou qu'on en produise 5000 au final. Donc, c'est de trouver le bon ratio. Est-ce qu'on est mieux de faire moins de production avec plus de jeux dedans ou de prendre moins de chance puis de faire plusieurs petites productions? Pour moi, à chaque année, je fais l'analyse de ça, justement. Je vais vérifier combien qu'on a fait, combien qu'on a produit de boîtes de jeux en moyenne par production. À chaque année, moi, je considère qu'on s'améliore parce qu'il y en a toujours de plus en plus. On fait plus de jeux par production qu'on part. Fait que ça fait vraiment en sorte qu'on est efficace. La même énergie est prise pour produire plus de jeux. Mais c'est sûr qu'en même temps, d'un autre côté, c'est toujours plus de risques. Mais on est quand même sage, si je peux dire, là. On a appris beaucoup, puis je pense qu'on a quand même une bonne idée. On est quand même bon pour analyser le marché, chacun de nos marchés, là, parce que pour Scorpion Masqué puis Randolph, c'est un peu différent. Randolph fait beaucoup des jeux très local québécois. Mais ils s'en viennent de plus en plus, ils viennent jouer dans la plate-bande internationale de plus en plus, tandis que Scorpion Masqué, souvent, c'est des jeux qu'on va produire à très grosse échelle, mais pour un marché qui est très étendu. On va avoir beaucoup de jeux qui vont se vendre en Europe, beaucoup de jeux qui vont se vendre dans toute l'Amérique du Nord. Les marchés sont un peu différents, mais on est de chacun des deux côtés, on est quand même de meilleur en meilleur pour lire ce marché-là, le prévoir,
Puis c'est sûr qu'il y a toujours des choses. Tu sais, la pandémie, par exemple, ça l'a fait augmenter la demande pour certains types de jeux. Évidemment, pas les jeux de party, là. Les party games, là, c'était un peu moins. Mais les jeux familiaux, par contre, les gens étaient vraiment heureux de jouer à des jeux avec leurs enfants pendant qu'ils étaient confinés. Les jeux vidéo, à un moment donné, on est tanné, donc ça faisait changement. Mais quand la pandémie a été terminée puis que les gens ont pu recommencer à faire plein de sorties, les jeux familiaux sont moins vendus pendant cette période-là parce que là, les gens, enfin, on peut sortir de chez nous, on va aller faire des activités, puis leur budget, ils le mettent sur les activités et non pas sur les jeux de société. Donc, c'est sûr qu'il y a des événements comme ça qu'on ne peut pas prévoir puis pour lesquels on doit s'adapter. Des fois, ça va faire en sorte que ben, on pensait partir un autre print de ce jeu-là, mais non, on va attendre un petit peu pour voir. Puis oui, c'est déjà arrivé qu'il y a des jeux qu'on a dû liquider une partie là, du reste des stocks, mais en règle générale, les jeux font quand même leurs frais, là, tu sais, on a été capable de payer les illustrateurs, tu sais, les choses pour les auteurs, les choses pour tu sais, la partie des coûts, dans le fond, là, qui sont rattachés à la création du jeu, là, tu sais, les graphistes à l'interne, tout ça, puis le transport des jeux. Fait que des fois, ça va arriver, oui, qu'on va liquider une partie d'une production, mais c'est assez rare. On est quand même assez bon là-dessus. Et est-ce que tu aimes ton métier? Est-ce que tu comptes le continuer et quels sont les futurs projets? Oui, oui, j'adore mon métier pour vrai. J'aime vraiment ça, faire ça. Ça me met vraiment au cœur. Tu sais, j'ai pas nécessairement, tu sais, je suis pas une autrice de jeux, je suis pas une développeuse de jeux de société, je suis pas une illustratrice, mais ça me permet d'être quand même au cœur de la production du jeu, du développement du jeu. Je vais beaucoup assister justement les chargés de projet pour s'ils disent, OK, ça nous prendrait un bidule qui fait ça, ou est-ce qu'il y aurait un matériau qu'on pourrait utiliser, ben là, je vais vérifier avec les usines, puis tout ça. Fait que ça me permet d'être vraiment au cœur du développement des jeux, puis c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Ben, j'aime beaucoup jouer. Ça paraît un petit peu en arrière. Fait que j'aime vraiment les jeux de société, puis je suis vraiment contente de pouvoir travailler là-dedans, puis que tu sais, je disais tantôt, ça prend de la rigueur, ça prend de la planification, tout ça. Ben c'est ça mes talents, moi. Fait que je suis contente que ça puisse servir, dans le fond, à faire quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Oui, je suis très heureuse de faire ce métier-là, puis je suis confiante qu'on aura toujours besoin de moi encore pour jusqu'à ma retraite éventuelle, puis je vais être contente de former aussi une nouvelle personne là, quand ça va être rendu là pour faire qu'est-ce que je fais parce que c'est vraiment, vraiment passionnant pour quelqu'un qui a ces talents-là. Et puis le futur projet, c'est de former une prochaine personne. Oui, c'est sûr que ça, ben, quand même, je suis pas encore sur le bord de la retraite, mais éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un là, qui va se joindre à l'équipe puis qui va apprendre. Puis j'ai déjà appris plein de choses à plein d'autres personnes. Tu sais, au niveau de la logistique puis tout ça, j'ai donné quand même là, des bases aux gens qui m'ont succédé de ce côté-là. Puis ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment quelque chose que j'aime aussi là, du fait de travailler avec l'équipe Randolph Scorpion Masqué. C'est des équipes qui sont super ouvertes, puis tout le monde s'entraide. Puis c'est vraiment une belle ambiance de travail. Puis j'aime vraiment ça, c'est ça, partager mes connaissances, puis ces choses-là. Tu sais, cette personne-là n'est plus là, mais quand je suis arrivée, j'avais aidé quelqu'un qui était aux événements aussi, qui était quand même un peu nouveau là-dedans, puis je l'avais aidé à se faire sa base, dans le fond, pour les événements. Puis quand je peux donner un coup de main là-dessus, ça me fait toujours grand plaisir. Et tu as le temps à côté de jouer à des jeux de société ou parce que maintenant que tu es en télétravail à 100%, du coup, tu peux pas vraiment jouer avec tes collègues. Ben, c'est sûr que j'en profite quand je vais au bureau une fois par mois pour jouer avec mes collègues. Puis il y a d'autres activités aussi des fois là, au courant de l'année, là, en plus de ce moment-là. Mon mari travaille aussi dans les jeux de société. D'accord, Puis ok. c'est une passion commune. Puis tu sais, on joue avec la famille, je joue avec ma fille, mes parents, mon frère, ma belle-sœur, toute la famille. Puis on a quand même aussi des amis joueurs là, dans la région, donc on peut, on joue en masse, malgré que je suis à distance. Tu participes au festival? Plus maintenant. Avant, c'était quelque chose que je faisais là, en particulier pour Scorpion Masqué, là, j'étais vraiment présente sur le Festival de Cannes. C'est moi qui montais tout.
qui prévoyait tout. Euh, j'ai, comme je disais, c'était un peu difficile pour moi de faire les deux. Puis quand j'ai choisi, bien évidemment, ben, j'ai regardé qu'est-ce que mon mari faisait puis qu'est-ce qu'il aimait faire. Puis, puis comme on a des chiens, ben, on ne peut pas être partis les deux en même temps à Cannes ou à Essen ou à Gen Con. Donc, il a fallu faire un choix. Je me suis sacrifiée. Mais non, c'est sûr que quand j'ai l'occasion de faire sur des plus petits événements ici au Québec, là, d'aller faire un tour, ça me fait grand plaisir. Puis de voir tous les gens du milieu du jeu de société, là, si je peux dire ça, là, de façon très générale, tous les joueurs qui sont présents un peu partout, puis les différents influenceurs aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie quand j'ai l'occasion. Je suis pas peinée de ne pas aller à Essen, là, puis de m'occuper de mes chiens pendant que mon mari s'en va là-bas, là. Maintenant, je garde la tanière. Est-ce que ton mari, il fait quoi exactement? Il travaille chez Synapse Games. Chaque éditeur a leur propre ligne de éditoriale. Je me sens pas tant en compétition avec les autres éditeurs, honnêtement. Là. C'est un petit monde en plus ici au Québec. Là, tout le monde connaît tout le monde. Puis on s'est connus en fait quand on travaillait tous les deux chez Philosophia. C'est ça, tout le monde connaît tout le monde, puis tout le monde a un peu travaillé quasiment un peu partout. Donc, ici au Québec, là, en particulier, c'est particulièrement petit. Là. Non, je me sens pas en compétition avec les autres éditeurs. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner la définition pour toi du mot joueur? Le joueur, c'est quelqu'un qui joue, mais plus que ça, qui prend plaisir à faire le jeu, qui s'investit dans le fond quand il joue. Parce que tu peux jouer à un jeu sans être un joueur, je pense, là. Tu sais, il y a des gens qui jouent, mais ils sont comme pas dedans. Être un joueur, là, t'es dedans, tu veux faire connaître ton jeu, tu veux partager ce moment-là avec les autres qui sont avec toi. Donc, pour moi, c'est ça un joueur. Et quel est ton type de jeu de société? Quel est ton jeu du moment? Ces jours-ci, on joue beaucoup à l'Orcana. Mais juste avant ça, on jouait à Roa. On a joué plusieurs parties de Roa. On a bien aimé ça. J'aime un grand éventail de sortes de jeux de société, mais j'ai mes critères. Il faut que le, f- le fun, le plaisir qu'on a à y jouer soit proportionnel avec le temps que ça prend pour faire une partie. Donc, je me retrouve souvent à jouer des jeux qui sont moins longs. J'ai essayé des jeux plus longs, puis on dirait que ça, j'ai moins aimé ça. Tu sais, des fois, ou les jeux trop hasardeux, là, quand tout le long de la game, tu étais dernier, puis que sur le dernier jet de dés, tu gagnes. Pour moi, ça, c'est comme, bah, tu sais, j'aime moins ça. Mais sinon, je joue à toutes sortes de jeux, des deck building, des jeux de dés, des jeux de placement d'ouvriers. Excusez, je suis beaucoup en anglais avec mon travail, puis des fois, j'ai de la difficulté à trouver mes mots en français. Qui, selon toi, pourrais-je interviewer? Carl Brière, justement de Synapse Game, avec qui j'ai travaillé, entre autres, au Scorpion Masqué. On a été collègues de travail très longtemps. C'est quelqu'un de bien intéressant à jaser, qui a des belles choses à dire, puis qui a un beau parcours. D'ailleurs, j'ai travaillé avec chez Scorpion Masqué, mais il a travaillé chez Philosophia aussi. En réalité, mon mari, Frédéric, l'a remplacé pendant son congé de paternité. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Frédéric. Ouais. Je pense que Carl Briard, ce serait quelqu'un d'intéressant. Et peut-être Joël aussi de Randolph. Concernant ton métier, quels sont les conseils que tu donnerais, soit à des boîtes qui sont en train de se créer et que justement ils doivent gérer tout ce qui est logistique et production, et aussi pour des personnes qui sont comme toi, qui travaillent comme toi, voilà, quels sont les conseils que tu leur donnerais? Un conseil que je donnerais des fois pour les jeunes éditeurs qui commencent, c'est de tout de suite un peu voir grand, c'est-à-dire que si le jeu fonctionne, ils vont avoir d'autres jeux, tout ça, de tout de suite penser dans la façon de créer leur code de produit, par exemple, qu'il y ait une certaine logique en arrière de ça, là, tu sais, le 001, là, c'est comme il manque un petit peu de détails là-dedans, de, de s'assurer là, d'avoir justement de faire les tests pour les jeux, tout ça, s'assurer de travailler avec des usines qui font des produits qui sont conformes. C'est vraiment important. Il n'y a pas juste le prix qui compte.
Puis la relation aussi, bâtir une bonne relation avec les usines qui fabriquent nos jeux, c'est super important parce que la journée où justement on a un pépin puis on a besoin, ça serait bien le fun que vous assembliez nos jeux en premier. Ben, c'est sûr que quand tu as une bonne relation, ça se peut que ça aille mieux. Fait que ça, c'est super important. Au moment où tu es assez gros pour avoir quelqu'un comme moi qui va s'occuper de la production, ben, de trouver une personne qui est très rigoureuse. C'est très important. Et c'est ça les conseils que je donnerais. Ok, super, merci. Et quels sont les conseils que tu donnerais à des joueurs? Peut-être, oui, je donne un conseil aux joueurs. Ces temps-ci, je vois souvent passer sur Facebook des arnaques, des ventes de jeux de société. Mon magasin a fermé, je dois fermer mes portes, je vends les jeux, puis là, tu vois que c'est des prix qui sont complètement absurdes. Faites-vous pas avoir par ça, parce que c'est sûr que vous n'aurez jamais le jeu, ou si vous avez un jeu, finalement, ça va être une copie mal faite, puis qui ne respecte pas les droits d'auteur. Fait que soyez vigilants quand que ça a l'air trop beau pour être vrai, ben c'est parce que c'est pas vrai. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce partage qui est très enrichissant, qu'on ne voit pas du tout et qu'on ne pense pas du tout quand on achète un jeu de société. C'est vrai qu'on a la boîte en main, on ne pense pas à la boîte qui a été construite là, qui a été transportée là, qui est arrivée dans cet entrepôt et qui arrive chez nous. On ne pense pas du tout à ça, on ne sait pas du tout ce qui est arrivé au jeu. Jamais j'aurais pensé avoir des jeux de société qui sont au fond de l'eau, malheureusement. Oui. Merci de ce partage. Voilà. Merci beaucoup à toi d'avoir pensé, ben, avec Manuel, là, d'avoir pensé à moi. Puis c'est vrai que c'est pas un métier qui est très représenté là, dans les médias du jeu de société. C'est le fun de voir que ça. C'est ça, de pouvoir montrer ça aux gens qu'il y a quand même bien des affaires qui se font dans l'ombre, qui sont pas très glamour, puis on n'en parle pas d'habitude, mais il faut que ça se fasse pour qu'on puisse avoir nos jeux sur les tablettes des magasins. Et parce que le but de la chaîne Le Coin des joueurs, c'est de valoriser toutes les personnes qui y a derrière le jeu de société. Et donc, ça en fait partie. Super, je te remercie. Ben, merci à toi.